Depuis des milliards d'années, la même quantité d'eau circule sur notre planète. C'est sa qualité qui est altérée. Une simple goutte d'eau met 1000 ans pour faire le tour de la Terre. Durant son périple, elle traversera l'océan, s'épanouira dans les rivières et les lacs, tombera des nuages sur les montagnes, sur les forêts, alimentera les nappes phréatiques, puis s'évaporera à nouveau dans l'atmosphère. De l'océan au ciel, du ciel à la terre et de la terre à l'océan, le voyage de l'eau recommence à l'infini. C'est le cycle de l'eau, le cycle dont l'ensemble du vivant dépend. À l'échelle d'un territoire, l'eau prend une nouvelle valeur. Avec les réalités locales, il est d'autant plus important que les acteurs se coordonnent pour sa préservation. Le cycle de l'eau, c'est 3 services. C'est à la fois le grand cycle, la GEMAPI avec Sonia Gachelin, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Ensuite, on a aussi un service pour l'exploitation et les contrôles, l'exploitation de l'eau potable, de l'assainissement collectif, non collectif et l'ensemble des contrôles d'assainissement. Et puis les études et travaux pour notamment mettre en œuvre notre plan Marshall. C'est un service important parce qu'on a beaucoup à faire sur notre territoire, qui a des enjeux élevés en matière de qualité d'eau, puisque on a un littoral conséquent, que le Pays d'Auray est le premier employeur des conchylicoles, sans compter de l'activité économique liée au tourisme, l'enjeu de la qualité pour les eaux de baignade aussi. Donc c'était essentiel de structurer et de gérer la problématique qualité de l'eau sur le territoire d'Acta, donc le grand cycle. Face au patrimoine conséquent et à l'ensemble des travaux à faire, il fallait s'organiser pour essayer de prioriser. Donc pour prioriser, on s'est dit tout d'abord, on va faire un suivi de la qualité de l'eau sur le littoral, sur des exutoires pluviaux, mais aussi dans les cours d'eau, sur les plages, pour voir un peu comment évolue la qualité de l'eau et là où se situeraient les problématiques. Ça nous permet derrière de cibler des zones où il faudrait faire des recherches de mauvaise pollution. Donc du coup, on a notre cellule suivi pollution qui est créée depuis peu. Donc les collègues vont sur le terrain. Ça génère derrière des contrôles d'assainissement collectif ou d'assainissement non collectif. Parce que la qualité de l'eau, elle passe aussi par un volet contrôle, amélioration, recherche des problématiques. Et puis, on a aussi un volet travaux, puisqu'on sait qu'il faut aussi renouveler notre patrimoine. Donc là aussi, en fonction des dysfonctionnements observés sur nos installations, postes de relèvement, des diagnostics qu'on peut faire très spécifiques en assainissement, on cible les zones les plus problématiques. Nos travaux, c'est aussi sur nos stations d'épuration. Certaines sont à restructurer. Et là, on n'est pas dans la même durée des travaux et d'études, parce que la problématique qu'on peut rencontrer sur notre territoire, c'est que quand on fait des travaux sur des ouvrages comme ça importants, on est soumis au code de l'environnement, donc il faut faire des études d'impact, des dossiers d'autorisation environnementale qui sont très longs. Et puis comme on est sur un territoire littoral, eh ben, évidemment, on est aussi soumis à la problématique du code de l'urbanisme, au fait on soit régi par la loi littorale. Et donc, c'est des réglementations qui s'ajoutent à déjà la réglementation environnementale. Et c'est ce qui fait que parfois, ça peut paraître long avant de voir vraiment des résultats pour que la qualité de l'eau, elle s'améliore. Ça peut pas avoir un effet immédiat parce qu'on va réaliser 3-4 renouvellements de réseau, ça va tout de suite s'améliorer. Non, c'est plus conséquent que ça. L'efficacité ou l'importance du travail réalisé par la ACTA et la direction du cycle de l'eau ne se mesure pas seulement au montant des investissements engagés. Tout le travail des collègues, que ce soit notre technicien littoral, Cédric, qui va faire du suivi qualité de l'eau, qui ensuite va travailler avec Grégory et Gaël, qui sont nos techniciens suivi pollution, tout ce travail de sentinelle de terrain, les contrôles qui sont faits, c'est aussi, ça permet vraiment parfois de supprimer des sources de pollution sans engager des investissements énormes, mais c'est un vrai travail aussi important. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces actions qui font qu'on sera efficace pour améliorer la qualité de l'eau. Notre rôle, c'est de gérer le fonctionnement, l'exploitation au quotidien. On a des équipes
installation qui gère les stations d'épuration, les postes de relevage, donc qui gère le fonctionnement, le quotidien, le pilotage, le nettoyage, la maintenance sur les stations d'épuration. On a des équipes sur la partie réseau travaux, qui gèrent réseau travaux et clientèle, qui gèrent tout ce qui concerne le réseau. Donc sur le périmètre de la communauté de communes, il y a 850 km de réseau d'assainissement. Donc nous, on doit s'assurer vraiment entre le rejet chez l'abonné jusqu'à la station d'épuration, que tout ce qui se passe entre les deux se passe bien. On doit gérer également tout ce qui est panne. Donc on a en termes d'engagement une astreinte. Donc nous, on doit pouvoir intervenir H24, 365 jours par an sur une panne, sur un appel, sur n'importe quel sujet concernant l'assainissement collectif. Donc l'important pour tout un chacun, voilà, quand on vit sur un territoire, c'est effectivement de savoir que on rejette les eaux usées et qui arrivent in fine sur la station d'épuration. C'est de ne pas rejeter dans le réseau public tout ce qui est lingette. Ça pose souci parce que des eaux usées en sortie maison, ça passe par des systèmes de postes de relevage qui peuvent être en cascade. Les postes de relevage, qu'est-ce que c'est? C'est des pompes qui aspirent l'eau et qui la repoussent un peu plus loin en fait. Donc on fait des systèmes un peu de saut de puce comme ça pour arriver jusqu'à la station d'épuration. Et les pompes, en fait, c'est des systèmes de pompage qui peuvent être bloqués par ces lingettes-là. Donc maintenant, il y a des technologies qui, justement, s'affranchissent de ça parce qu'on s'est aperçu au fil du temps qu'il y avait beaucoup de lingettes dans les réseaux. C'est vrai que c'est pas parce qu'on ne voit pas où ça part que ça n'a pas de conséquences sur le fonctionnement et sur le traitement au niveau de la station d'épuration. Les stations d'épuration sont soumises à une réglementation et la particularité, c'est que le secteur comme la communauté de communes d'Acta a une zone côtière, une zone littorale avec des activités ostréicoles et conchilicoles et donc du coup avec des normes de rejet plus restrictives pour les stations qui sont concernées. Donc cet outil-là a été adapté, c'est-à-dire que c'est des technologies qui sont plus poussées qu'une station d'épuration, je vais dire classique, rurale, dans un secteur qui est moins sensible en termes de protection du milieu. Donc en fait, il y a plusieurs étapes à partir du moment où l'eau usée arrive dans la station d'épuration. Il y a, on va dire, 3 grosses étapes. Le dégrillage, c'est en gros la partie on enlève les macro-déchets. Ensuite, on a l'étape de traitement biologique, qui est vraiment le cœur de la station d'épuration. Et cette étape-là, il est aussi très lié au fonctionnement des bactéries et des micro-organismes qui sont présents dans la station d'épuration. Donc, ce n'est pas un outil mécanique, c'est vraiment un fonctionnement biologique. Donc, c'est important qu'un certain nombre de déchets, de solvants, de peintures ne soient pas rejetés dans les stations d'épuration parce que ça arrive in fine dans la station d'épuration et les bactéries et les micro-organismes, elles n'aiment pas du tout ces produits-là. Et donc en sortie de ce traitement biologique, pour les stations côtières, on a un système membranaire qui permet vraiment de filtrer l'eau pour avoir une qualité en sortie avec des paramètres plus restrictifs. Et l'étape d'après, c'est qu'en fait, une fois qu'on a traité cette pollution à l'étape du traitement biologique, on récupère ce qu'on appelle une boue d'épuration. Et cette boue d'épuration, elle est valorisée en agriculture. Ce qui fait que dans la station d'épuration, c'est vraiment uniquement les macro-déchets qu'on retire. Sinon, le reste, c'est valorisé, puisque les boues sont valorisées. Et en sortie de station d'épuration, on a une eau traitée. À l'échelle de la communauté de communes, on a, dans le cadre du marché, de relancer, ou en tout cas de réétudier un projet qui avait été démarré. C'était de la réutilisation des eaux en sortie de la station d'épuration de Plouarnel pour alimenter le golfe de Plémel. Donc il y a des analyses qui ont été faites. Et donc là, on est à l'étape d'après, c'est-à-dire nettoyage de cette conduite-là, vérifier si la conduite est toujours fonctionnelle, parce que c'est une conduite qui fait 4 km. Et donc on doit s'assurer qu'il n'y a pas de fuite, qu'il n'y ait pas de problème sur la conduite. Donc si toute la qualité et la conduite techniquement est faisable, effectivement, c'est quelque chose qui est envisageable d'utiliser l'eau en sortie de station pour arroser un golfe. En ostréiculture, en conchiliculture de manière générale, quand on produit des coquillages, on produit avec le milieu naturel. Donc ça veut dire qu'on produit dans le milieu. Donc la qualité du milieu, ça va être ce qui va être déterminant pour notre propre capacité à faire notre métier. Et du coup, c'est quelque chose de précieux parce qu'on vit dedans, mais on fait corps avec le milieu naturel. On a l'afflux des marées qui circule dans notre sang.
Ce qui est un grand plaisir parce qu'en permanence, en fait, on va voir le milieu évoluer autour de nous et on travaille dans un milieu, dans un écosystème écologiquement qui a une grande vitalité, qui est riche et du coup, on vit dans cette abondance-là. L'eau aussi, du coup, le milieu, en tout cas, dans lequel on est ici, dans la Ria d'Etel, il est sain. On le voit, à chaque printemps, c'est l'éclosion, c'est la fête, la couleur, elle change. La qualité d'eau au niveau sanitaire, pour nous, en ostréiculture, c'est une épée de Damoclès qu'on a sur la tête. Elle est toujours au-dessus de notre tête. Voilà, on peut toujours être fermé, parce que du coup, de toute façon, on veut garantir que l'huître, elle soit toujours saine. Et aujourd'hui, cette épée de Damoclès qui est au-dessus de notre tête, elle est tenue par ceux qui gèrent le réseau d'eau usée. Nécessairement, leur travail, il est indispensable pour nous. Indispensable et vital. Voilà. Donc on est forcément dans une relation qui est complexe, qui est lourde, qui est forte, mais dans lequel de toute façon, on doit aboutir à quelque chose qui est positif. On est aussi des garants, on est des garants du milieu. Donc en fait, ce qu'on vient garantir, c'est pas juste notre propre qualité et notre propre petit précaré pour faire nos huîtres. Ce qu'on vient garantir, c'est pas rien. C'est l'eau. Et l'eau, c'est notre bien commun le plus précieux. Le jour où notre eau elle est de mauvaise qualité, on en pâtit tous. L'eau et la matière organique, ce sont les deux plus grandes richesses du vivant. C'est le socle. En fait, nous, on a mis l'un dans l'autre. Et on a fait une source de pollution et de contamination logique, puisque l'eau c'est un très bon vecteur. Mais si on dissocie l'un et l'autre, l'eau et la matière organique, c'est deux richesses quoi. Il n'y a pas de source de pollution. Donc en fait on crée un problème là où il n'y en avait pas. On est un écosystème. En tant qu'individu, on est une petite planète. La première chose c'est ça, avoir conscience qu'on est un écosystème. Avoir conscience que l'ensemble autour de nous est aussi un écosystème. Donc, il y a une chose hyper simple. Moi, dans les choses que j'utilise dans ma vie, je réfléchis toujours, est-ce qu'elles sont digestes pour l'écosystème intérieur et pour l'écosystème qui m'entoure. C'est hyper simple, c'est basique. Quand on prend un liquide vaisselle, on en prend un digérable. Quand on prend des produits pour se laver, on en prend des digérables, par nous et par ce qui nous entoure. Quand on prend un dentifrice, on en prend un digérable, etc., etc. C'est une philosophie hyper simple. Je pense que réellement l'ostréiculture est un métier du monde d'après, parce que c'est un métier qui est résilient, qui a faible consommation en énergie et qui stocke beaucoup de carbone, 500 kg de carbone par tonne d'huîtres produites, ce qui est énorme, c'est un réel apport écosystémique. Et j'espère que justement cette paysannerie de la mer, elle puisse continuer et se développer. Et aujourd'hui, toute l'ostréiculture est claire, on est unitaire là-dessus. On vit avec notre milieu, donc on en a besoin. Donc il nous faut un bon milieu. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on doit avoir comme réflexion pour tout, en fait. Voilà. Face aux enjeux climatiques et aux défis colossaux qui nous attendent, il est temps que nous cessions les actions isolées et que nous trouvions les moyens de coopérer ensemble et avec le vivant. Il nous faut trouver les solutions, adapter nos modes de vie et accepter d'être humbles face à quelque chose de bien plus grand et plus fort que nous. Il est vital que nous nous engagions ensemble pour plus d'harmonie, d'équilibre et de paix.